La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous présente les podcasts Légendes du sport. Bonjour à toutes et à tous, c'est un Légende du sport un petit peu particulier. C'est un jeune retraité qui est avec nous, Mike Tadger. Mike, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. C'était un peu trop, mais oui. un jeune retraité. C'est vrai que j'avais envie de t'avoir au téléphone pour parler de ta nouvelle vie qui a débuté depuis maintenant quelques semaines et surtout cette interview elle est pour se remémorer et évoquer cette Coupe du Monde incroyable de Mike Tadger et surtout de la sélection du Portugal. Donc, mais la première question que j'ai envie de te poser, Mike, comment ça va et qu'est-ce que tu deviens depuis la fin de cette carrière qui s'est terminée? On le croyait que ça allait se terminer à Perpignan, puis tu as fait un petit peu de rab du côté de Massy et ensuite voilà, tu as décidé de stopper. Ouais, c'est ça. Depuis là, déjà comment ça va très bien. Je suis très content de comment se passe la suite de mon après-carrière, mais c'est vrai que voilà, moi je voulais refaire un an à Perpignan si j'avais eu la possibilité, mais Franck ne m'a pas gardé, donc voilà. Et puis ensuite, en rentrant de la Coupe du Monde, c'est vrai que j'avais encore un peu les jambes qui picotaient parce que j'étais en forme et voilà. Donc j'ai relevé un petit défi de retourner à Massy. Dans mon club où tout a commencé pour un peu boucler la boucle. J'avais eu d'autres opportunités aussi plus proches, mais c'était plus compliqué parce que j'avais pas vraiment envie de laisser ma famille. Mais là, pour Massy, je l'ai fait parce que ça a été, voilà, comme je te disais, là où tout a commencé, c'est une belle manière de finir. Donc voilà, et puis maintenant, comme tu l'as dit, depuis quelques semaines, totalement retraité, ouais. Alors, tu l'as dit, me rapprocher, mais où es-tu ? Parce que tu as pas mal bourlingué en France, tu as fait pas mal de clubs et t'as partout en France, hein, tu as fait le Nord, le Sud, l'Ouest. Ouais, j'ai fait partout. J'ai commencé à Massy, après je suis parti un peu au Racing, puis je suis revenu à Massy, je suis parti à Agen, et de Agen je suis parti, j'ai fait Agen, Brive, Grenoble, Clermont, Montauban et USAP, et pour refinir à Massy. Et maintenant du coup je suis installé à Saint-Cyprien, donc là où j'ai mon après-carrière qui se prépare, donc dans le sud avec un beau soleil comme aujourd'hui. Voilà, Saint-Cyprien à côté de Perpignan et non pas à côté de Saint-Étienne, hein, parce que moi je connais bien le Saint-Cyprien mais à côté de Saint-Étienne, mais il n'y a pas la mer, il n'y a pas autant de soleil. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le même. C'est pas le même. Tu as préparé cette après-carrière, tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais bien évidemment, mais tu l'as préparé sur la dernière année, hein, je crois, sur ta dernière année à Perpignan. Oui, c'est ça, en gros, moi j'avais toujours en tête l'idée d'ouvrir quelque chose, voilà, un restaurant, un salon de thé, quelque chose qui me permettait un peu de rester actif, parce que bon, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font ce travail, mais moi être derrière un bureau et tout, c'était compliqué à envisager. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité en revenant sur Perpignan quand j'ai signé ici, j'ai eu une première opportunité qui était de reprendre un restaurant qui s'appelle Espi sur les quais Vauban au centre-ville de Perpignan, quelque chose de très connu, mais finalement ça s'est pas fait. Et puis dans la foulée, j'ai eu l'opportunité de ce club de plage où avec ma famille on allait très souvent, donc qui s'est présenté et donc je me suis lancé là-dedans. Ça a été une belle option, une bonne initiative, mais un peu plus compliqué la première année qui a été l'an dernier, parce que du coup avec le Portugal, en fait on était en train d'acheter pendant que on se qualifiait à la Coupe du Monde. Donc ma femme et mon beau-père ont fait la saison pratiquement tout seul. Donc moi j'étais pas là. Mais voilà, maintenant que c'est fini, j'y suis à 100%. Alors si vous êtes en podcast, vous l'imaginez, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, on voit les images de ton restaurant et c'est vrai que c'est un vrai régal et on mettra à l'image, je mettrai également l'adresse, hein, et un numéro de téléphone, hein, comme ça du coup vous pourrez appeler directement et vous pourrez appeler le lien Instagram si tu veux, tout ce que tu peux. Voilà, mais oui, non, franchement c'est cool, on a beaucoup retravaillé la carte.
carte parce que moi, le premier, quand je vais au resto, j'aime manger des choses bonnes et forcément, quand il met le prix, il faut pas être déçu. Donc voilà, on essaye de faire le plus de frais possible, vraiment sur tout ce qu'on travaille et on est vraiment content. La première année s'est bien passée, on a vraiment eu beaucoup de retours positifs et maintenant, il faut continuer Il faut transformer l'essai. Exactement, Voilà. Il faut continuer comme ça. 2012, c'est ta première sélection. J'imagine qu'en 2012, bon déjà tu ne savais pas quand est-ce que tu allais terminer ta carrière, mais j'imagine avec tes 36 matchs en sélection du Portugal, tu n'imaginais pas une fin avec cette Coupe du Monde en France? J'en ai les frissons, hein. On parle, je vais avoir les frissons qui montent au fur et à mesure, car j'ai quand même eu la chance de partager un grand moment avec toi à Saint-Etienne, puisque j'ai eu la chance d'animer ce grand match face à... Alors j'ai pas animé celui que vous avez gagné, mais enfin contre l'Australie, c'était quand même pas mal à Geoffroy Guichard, avec une ambiance de dingo, on va en parler bien évidemment. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, alors c'est vrai que quand à ma première sélection, moi j'arrive, c'était un moment un peu, ça a été vraiment un moment charnière pour moi parce que j'étais revenu du Racing et j'étais revenu à Massy dans l'optique juste de refaire du rugby avec mes copains parce que j'avais été un peu dégoûté et puis le Portugal m'a convoqué et de là, pour moi, tout s'est enchaîné en fait. Parce que pour la petite histoire, moi, quand je suis revenu du Racing, j'avais pas de contrat. J'avais dû payer moi-même des indemnités de formation de ma poche parce que Massy ne me faisait pas de contrat vu que j'étais arrivé en septembre. Donc, j'avais pas eu de prépa, j'étais hors de forme et tout. Et en allant au Portugal, j'ai fait les 5 matchs du 6 Nations B à l'époque et qui m'ont remis en forme et de là j'ai décroché un contrat à Massy l'année suivante et puis après toute ma carrière. Mais c'est vrai que quand je me revois faire mes premiers matchs en sélection, c'est vrai que tu t'imagines pas du tout que 15 ans après, ça allait aboutir à quelque chose d'aussi incroyable que ce qu'on a pu vivre. Mais j'en suis très fier, très heureux et très fier que ça a pu se passer comme ça. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, parce que j'ai envie de tout savoir, hein, la préparation, l'avant-Coupe du Monde, qu'est-ce qui a fait que la magie a fonctionné comme cela? Est-ce que c'est le sélectionneur qui est un magicien? Est-ce que vous, il y avait un esprit d'équipe incroyable, ou alors c'est tout la fédération, je sais pas. Franchement, ça a vraiment été un tout pour nous, parce que comme tu sais, donc on a presque plus de la moitié de l'équipe qui est amateur, qui travaille. D'autres joueurs sont en France, sont en top 14, soit en Pro D2, voire même en National 1 ou voire National 2. Donc c'est vrai que voilà, tout ce mélange, on n'était pas là, nous, pour faire une Coupe du Monde comme l'Irlande, tout ça, pour la gagner, évidemment. Mais on était là pour prendre du plaisir, vraiment montrer un beau jeu, parce que, comme tu l'as dit, Patrice... Lagisquet qui nous a entraînés pendant 4 ans prône ce jeu-là, voilà, le jeu de mouvement où on fait vivre le ballon, où on essaye de beaucoup jouer au rugby. Et je crois que c'est ce qui a vraiment plu. Tous les retours ou tous les gens avec qui je parle après les matchs après la Coupe du Monde en général nous disent que limite ça a été nous la plus belle équipe qu'ils aient vu jouer parce qu'on a envoyé du jeu. C'est vrai que peut-être il y avait eu des matchs plus serrés ou avec moins de jeux, des matchs où les petites nations ont pris des gros scores. Donc c'est vrai, voilà, nous on a joué notre chance, on a beaucoup joué au ballon, on a relancé, on n'a pas été aussi non plus ridicule en termes de conquête. Voilà, franchement, ça a été une surprise pour tout le monde, sauf pour nous, parce que nous, ça fait 4 ans qu'on travaille comme ça et qu'on jouait comme ça. On avait fait des matchs auparavant où on avait accroché l'Italie au Portugal, où on perd dans les 5 dernières minutes, on avait accroché le Japon, voilà, on avait accroché la Géorgie aussi, pareil. Vous étiez là, vous le saviez. Oui, voilà, nous on était vraiment venus à cette Coupe du Monde pour évidemment prendre du plaisir et vivre quelque chose d'incroyable. Et on s'est toujours dit que on n'allait pas venir en victime. On va essayer de prendre moins de 40 points. Voilà, non, on va essayer de gagner le match et pourquoi pas. Et en vrai, quand on regarde notre Coupe du Monde, je pense que
peut-être avec un peu plus de professionnalisme, de savoir gérer, je pense qu'on peut gagner peut-être même 2 matchs, voire 3, vraiment avec toute l'humilité que le Portugal a. Tu vois, tu parles de l'Australie, en regardant les chiffres et tout, nous, l'Australie, on a passé plus de la moitié du temps dans leurs 22 mètres, sauf qu'on n'a pas réussi à marquer parce que c'est le quand même carton jaune qui l'Australie. vous fait mal. C'est au moment du carton jaune. Hein. Le carton jaune, on prend 2 essais et après en deuxième mi-temps, après que j'ai laissé refuser, après on va y que revenir marque, tout à l'heure. On va y revenir. Voilà, entre temps où on marque sur Maul, on passe quand même presque un gros quart d'heure dans les 30 mètres, mais sans marquer. Donc c'est vrai que voilà, ça a été dur. On a breaké plus que l'Australie. Enfin voilà, il y a plein de chiffres qui montrent qu'on était vraiment, on était présent. On a montré notre jeu et voilà, la Géorgie, ça passe de peu aussi. Le Pays de Galles, si on prend pas l'essai en fin de première mi-temps, on est à 7-6 à la mi-temps, je crois. Donc voilà, il y a des choses qui ont un peu déconné, mais parce que voilà, c'est aussi le jeu de jouer des grandes équipes plus expérimentées et voilà. Mais voilà, non, franchement, sur cette Coupe du Monde, le mot moi que je n'arrête pas de dire, c'est que ça a été incroyable pour nous. Ouais. Avant de débuter cette Coupe du Monde, il y a eu également la qualif qui est assez folle. On peut en parler de ce match. Ouais, carrément. En fait, ça a été un tournoi déjà très marrant parce qu'on est parti le jouer à Dubaï. Donc voilà, on a joué un tournoi de qualif à Dubaï et puis c'est vrai que bon, on savait que ça allait se jouer entre les États-Unis et nous parce que on avait vu les images de Hong Kong, on avait vu le Kenya. On savait qu'en mettant notre jeu en place et tout, on devrait réussir à battre ces équipes. Et c'est vrai que voilà, chaque fois, Patrice nous disait durant les vidéos de semaine, faut mettre le plus d'essais possible, il faut marquer, mais il faut tout jouer parce que ça peut se jouer au goal average, si ça peut se jouer et tout. Et puis la semaine des USA, Patrice nous l'a dit, voilà, regardez, si vous faites match nul, c'est nous qui allons à la Coupe du Monde parce qu'on avait gagné 85-0 contre le Kenya. Eux, ils avaient pris 2 essais, je crois, contre le Kenya. On avait battu plus le Hong Kong et tout. Donc voilà, et ce scénario, il est quand même incroyable parce que le match était très tendu tout le match. On était un peu devant. On n'arrivait pas à mettre notre jeu en place parce qu'il faisait très humide, donc des ballons tombés et tout. Et puis voilà, on a su, avec notre conquête aussi, un peu les renverser en mêlée. Et puis sur la fin, ils arrivent à marquer. Et là, s'ensuit les 7 minutes les plus irrespirables de ma vie. Où moi, j'étais sorti à 5-6 minutes de la fin. Et puis là, ça part d'une mêlée dans nos 5 mètres pour les USA. Pénalité pour nous. Et donc de là, on remonte le ballon, on joue, on obtient une touche, on garde le ballon. Et puis là, on fait des petits temps de jeu, on joue. Et puis pénalité contre les USA. Et là, à la 82e, Samuel Marquez, avec quelque chose qu'il a entre les jambes en plomb, nous la passe de 45 mètres. Incroyable, j'en ai déjà, on parlait de frissons, j'ai des frissons d'en reparler parce que franchement, ça a été un moment de vie en plus incroyable pour nous. Ça a été vraiment quelque chose de très très fort. Bon, cette Coupe du Monde, vous arrivez en France, vous étiez basé à quel endroit ? À Perpignan. Ouais. Ah, vous étiez à Perpignan. Perpignan. C'est toi qui avais trouvé le. C'est toi qui avais trouvé. Non, même pas. Mais moi, j'ai assez milité. Il y avait 3 possibilités. C'était Narbonne, Carcassonne ou Perpignan. T'étais à Perpignan, t'aurais pu aller bosser du coup. T'étais à côté pour faire la saison. Je l'ai fait sur mes jours de repos. Je l'ai fait. Donc voilà, la semaine de vacances avec le Portugal, je suis quand même allé bosser et tout. Mais oui, on était basé à Perpignan. Et on a commencé 4 semaines au Portugal, après on a eu une semaine de coupure, après on a fait 15 jours à Faro avec un match amical, après on a eu une semaine de coupure, et après on a fait 15 jours à Font-Romeu avec un match amical à Massy. Et ensuite on a eu 3 jours de repos, et on s'est retrouvé le lundi après-midi ici là à Perpignan à la Villa du Flot, qui nous a vraiment très très bien accueillis. C'était vraiment c'est un très très bel endroit, c'était incroyable. Et nous on était vraiment tous un peu choqués à notre arrivée parce que si tu veux, nous on te dit quand on va au match au Portugal, personne nous escorte, limite si on peut y aller à pied, personne nous demande, il y a rien du tout. Et là, arrivé à la Villa du Flot, si tu veux, il y avait
le GIGN, la police, la brigade des mineurs, de déminage, pardon, parce qu'ils étaient en fait avec les chiens en train de voir s'il y avait potentiellement des choses dans les chambres et tout. Et nous, on a vu tout ce monde-là et on était franchement morts de rire parce qu'on s'est dit non, mais c'est quoi ça pour nous alors que on n'est que le Portugal, tu vois. Alors, donc c'était assez marrant. Et puis même tout le long, tu vois, on était suivis à chaque fois par 2 voitures de police qui nous escortaient. On avait H24 qui dormait à l'hôtel, 5 mecs du GIGN et tout. Franchement, c'était très drôle pour nous de vivre ça. Ah oui, mais il fallait sécurité oblige. Hein. Chaque équipe était accompagnée de tous les policiers qui vous protégeaient. Donc premier match, beaucoup de frissons, j'imagine. C'est le début de la Coupe du Monde. Beaucoup de pression ou pas? Moins de pression que vos adversaires? Moi, je pense vraiment qu'on avait moins de pression que eux. Hein. Nous, c'était une pression positive. On était trop contents d'être là. Tu chantes l'hymne. En plus, nous, on a commencé à Nice. Le stade, il est magnifique. Il y avait. Alors, je sais pas s'il y avait beaucoup de supporters portugais parce qu'on a vu beaucoup de rouge, mais je me dis que c'était peut-être pour les Gallois. Donc, mais il y avait le stade qui était rempli. Donc, franchement, voilà, nous, on avait tout à y gagner. Hein. Et je pense que sur ce match-là, c'est là où on a commencé à gagner le cœur des supporters parce que on a fait un beau match aussi. Quand on a marqué l'essai, je me rappelle, mais presque même les Gallois se sont levés pour nous applaudir et tout. Franchement, c'était vraiment une belle entrée dans cette Coupe du Monde, même si on aurait pu faire mieux évidemment. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était quand même vraiment une belle entrée pour nous avec que de la pression positive. C'était une grosse défaite pour vous ou pas? Ou vous aviez limité la casse? On rappelle le score? Je crois qu'il y a eu 30 et quelques à 10 ou quelque chose comme ça, non? Moi j'ai 28-8. Parce que si je dis 28-8, ça te va? Oui, tu peux dire 28-8, je crois que ça me va, hein, pas de souci. Mais non, mais c'est vrai que oui, je pense qu'on aurait pu prendre moins de points. Mais on s'est bien battu. On a fait notre entame de Coupe du Monde qui s'est bien passé et voilà. Hein. Mais après voilà, le Pays de Galles avait quand même gagné la semaine d'avant contre les Fidji. Ils avaient fait un gros match. Bon, contre nous, ils avaient fait tourner, mais bon, c'était une entrée pour nous qui a été en tout cas de bonne augure pour la suite. Ça vous a mis en confiance? Oui, parce qu'on a vu quand même qu'on pouvait un peu rivaliser et embêter ces nations-là. Donc en vrai, à chaque fois qu'on sortait de nos matchs, on était quand même un peu frustrés parce qu'on savait qu'il y avait des choses sur lesquelles on pouvait faire mieux et peut-être moins prendre 2 points. Voilà, comme le Pays de Galles ou l'Australie plus particulièrement. Mais à chaque fois, on arrive à ressortir du positif et à travailler pour le match d'après. Et voilà, le match d'après, le Pays de Galles, ça a été la Géorgie. Et on passe pas loin. Hein, on passe pas loin. On passe à une pénalité à la fin. Donc ouais, c'était dommage ça. 18 partout, on se remémore, ouais, donc match nul. Alors, là par contre c'est une déception parce que la Géorgie pour vous, vous pouviez les taper, vous pouviez les prendre. Oui, des déceptions au vu du match. Voilà, je pense qu'on a eu chacun notre mi-temps. En première mi-temps, ça a été la Géorgie qui a beaucoup mis de rythme, qui nous ont un peu asphyxiés. Nous, peut-être on a eu aussi le fait de jouer la Géorgie dans cette Coupe du Monde, on s'était un peu mis de beaucoup de pression. Et puis la deuxième mi-temps, complètement pour nous, voilà, où on a réussi à mettre notre jeu en place et on a marqué 2-3 essais, dont le doublé de Raphaël Storti. Donc ça a été vraiment chacun sa mi-temps, voilà, un match un peu particulier parce que chacun a eu sa mi-temps. Match historique, les premiers points du Portugal dans la Coupe du Monde. C'était ça notre objectif, de marquer des points aussi pendant cette Coupe du Monde, pas juste de paraître de beau à la Coupe du Monde par notre jeu. Mais voilà, c'est vrai que ça a été quand même les premiers points. Voilà, c'est vrai que pour nous, ça a été... Pour la Géorgie, ça a clairement été une défaite pour eux. Voilà, j'ai parlé avec des copains à moi et tout, donc ça a été une défaite vraiment pour eux. Et nous, on a pris ce match nul comme une victoire. Un peu 50-50 en vrai. Tu vois, il y a ce sentiment des premiers points, mais il y a le sentiment quand même que vous auriez pu remporter. Vous étiez parti pour exactement. gagner. Ouais. Exactement. On avait ciblé ce match pour le gagner. C'est vrai que tu sors d'un match nul au vu de la physionomie du match, où tu es content quand même. Oui, mais déception. Mais déception parce que tu passes à une pénalité, tu peux gagner ce match et voilà, c'est un peu frustrant.
Bon, après, il y a l'Australie, Geoffroy Guichard. Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est pas parce que tu es supporter des Verts, mais vraiment très très beau stade et très très belle ambiance. Le stade Geoffroy Guichard reste quand même. Bon, on a le Vélodrome maintenant qui est fermé et qui fait beaucoup de bruit. Oui, mais la configuration du chaudron, quand on dit qu'il y a parce que c'était, il y avait 42 000 personnes et pratiquement 42 000 Portugais. Enfin, il y avait les Australiens, il y avait pas mal d'Australiens. Non, il y avait les Australiens. Mais moi, quelle ambiance d'avant-match. La compo a été extraordinaire. J'ai des frissons de te le dire, tu vois. J'ai le souvenir de sortir du tunnel et devant moi, je vois la tribune qui est quasi droite. Tu sais, elle est pas vraiment comme les tribunes un peu allongées, elle est quasi droite. Et là, je vois le monde, les flashs, et je vois cette ambiance. Et je crois que j'ai une photo peut-être où je sors du tunnel, je souris comme un gosse parce que c'est incroyable de vivre ça. Ça a été vraiment magique de vivre ça, nous, enfin moi particulièrement. En plus, supporter de foot, jouer à Geoffroy Guichard, j'ai fait des photos. Bon, j'avais un maillot de Grenoble sur moi de foot, mais j'ai fait des photos avec on est amis avec Saint-Etienne, c'est l'amitié, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Tant que c'est pas un maillot de Lyon, ça va. Oui, c'est ça. Ou Lyon-Marseille, je pense qu'il faut pas. Lyon, non, il faut surtout pas. Mais ce match est incroyable parce que c'est vrai que vous tenez. On en a parlé tout à l'heure en début d'interview. Il y a ce carton jaune qui fait un petit peu basculer le match puisqu'il marque 2 essais. Mais avant le carton jaune et après le carton jaune, l'Australie, vous les bougez. Vous êtes chez eux. Ils savent pas trop comment vous prendre. Et puis eux aussi dans leur tête, ils doivent se dire le Portugal, le match est gagné. Même si l'Australie était pas très en forme, on va dire, mais ils ont dû se dire ce match il est gagné d'avance. Ouais, je pense que oui, c'est. Après, tu sais, à chaque fois quand tu joues des petits, tu te dis bon, faut pas les prendre à la légère et tout, mais je pense que c'est vraiment dans l'inconscient où tu te dis ça va, c'est le Portugal, ils ont 4 mecs qui jouent pro, tout le reste est des amateurs, nous on est l'Australie, on va leur rouler dessus. Mais même s'ils ont préparé le match en se disant non, faut les prendre au sérieux, ou que le coach a dû leur dire, inconsciemment ils ont peut-être fait moins. Et donc voilà, c'est vrai, comme tu le dis, nous on a fait une belle entame, on marque en premier, on les a vraiment bougés en mêlée, on a beaucoup breaké, et voilà, c'est vrai que ce carton jaune un peu dur, je trouve, nous met dedans. Nous met dedans, on prend 2 essais, et là ça a été plus dur après à revenir. On les met à mal un peu sur les mots, on obtient des pénalités, on n'arrive pas à marquer. Moi, comme on disait, j'ai un essai sur Maul qui m'a refusé. Voilà, on va parler de cet essai. Alors moi, je l'avoue, j'ai fait une vidéo dans la Coupe du Monde. Nous n'avions pas le droit de sortir notre téléphone en tant que speaker, maître de cérémonie. Mais j'ai fait une vidéo. La coïncidence fait que cette vidéo, je m'enregistre sur ton essai. Alors, on va l'écouter et ensuite on va revenir. Alors, si vous êtes en podcast, vous allez m'entendre avec Anna, avec qui j'animais les matchs. Et si vous êtes en vidéo, je vais mettre la vidéo et on revient dans quelques instants pour parler de cet essai. Mike, alors en plus on se connaît bien, donc moi j'avais mis beaucoup de cœur pour annoncer cet essai. Bon, il a été annulé malheureusement, mais c'est un tournant dans le match parce que moi je dis que tu as marqué cet essai. Hein. Pour moi, cet essai il aura été marqué par toi et il restera pour moi un essai marqué par Mike Tadger. mais Ensuite, alors tu vas nous parler de cet essai qui est annulé et qui n'aurait jamais dû être annulé, mais ensuite il y a une pression incroyable de l'équipe du Portugal et vous arrivez à marquer un autre essai et là c'est l'explosion dans le stade parce qu'on s'est dit après cet essai, le Portugal va peut-être, ça va mettre un coup au moral, mais non, ça a été une relance dans le match. Oui, comme tu le dis, et c'est ce qu'on disait un peu en amont de l'interview, c'est qu'on a mis du temps à marquer, on est resté beaucoup dans leur camp, sans marquer, et moi je pensais avoir marqué. C'est vrai qu'il y a un maul,
il y a un Maul qui avance bien et qui se désaxe un peu. Moi, j'arrive à partir au bon moment et j'aplatis. Mais il demande la vidéo, je sais pas pourquoi, parce que moi, l'arbitre central, il le valide, tout le monde avait validé. Et en fait, et en plus moi sur les ralentis que je vois à la télé, on voit rien quoi, on voit pas que je perds le ballon ou quoi que ce soit comme il a pu été dit, mais comme il a pu été dit pardon. Mais voilà donc bon ça c'est pas grave et puis après comme tu l'as dit on lâche pas, on remet la pression. On continue et nous ça a été une explosion parce que depuis vraiment quelques années c'est vrai que on est connu pour le jeu portugais parce qu'on joue beaucoup et des passes, des schistes, ça va court vite etc. Mais on avait un peu plus à s'affirmer, on a plus de mal à s'affirmer en conquête et là voilà. De marquer sur mêlée en enfonçant l'Australie quand même c'est quelque chose de beau à vivre et moi j'étais comme un fou franchement d'avoir quand même concassé la mêlée australienne et en plus on en a fait 2 je crois, on obtient une pénalité, on redemande la mêlée vraiment voilà. Moi c'est des phases de jeu que j'aime en plus donc c'était vraiment un moment incroyable et puis suite à ça voilà c'est vrai que ça nous a remis un élan et on a continué à pousser avec tout le stade, le soutien c'était franchement, je passe mon interview à avoir des frissons parce que d'y repenser, c'était vraiment incroyable ce moment. Et c'est pas fini puisque maintenant on est le dimanche 8 octobre à 21h. Alors moi je suis jaloux de mes copains à Toulouse parce que je pensais qu'on avait vécu les plus beaux matchs de la Coupe du Monde entre Fidji-Australie qui avait été phénoménal à Geoffroy Guichard et votre match. Eh ben non, peut-être le plus gros match, la plus grosse ambiance de Coupe du Monde. Elle est donc le dimanche 8 octobre. Nous sommes au Stadium et vous affrontez les Fidji. Alors là aussi les Fidji, il faut qu'ils gagnent aussi pour se qualifier. Vous êtes remontés comme des pendules. Un match nul contre la Géorgie, un super match contre l'Australie. C'est quoi l'état d'esprit quand on joue les Fidji, le dernier match de la Coupe du Monde? C'est bon, dans 80 minutes on est en vacances, on va se faire plaisir ou alors cette fois-ci il faut gagner ce match? Comme le capitaine de ce match-là, José Lima l'avait dit, c'est que nous on voulait jouer pour le gagner quand même, on voulait finir sur une bonne note et tout. Mais c'est en vrai, en toute sincérité entre nous, t'es pas serein quand tu joues les Fidji une semaine avant. On était en train de se dire, toi tu vas prendre Tuisova pleine tête lancée, toi tu vas prendre lui. On était en train de tous se mettre des pièces parce que quand même, je crois que du 1 au 15, ils font tous le même poids et ils vont tous aussi vite. donc c'est vrai qu'on avait un peu d'appréhension, je pense un peu de peur aussi quand même parce que la peur fait avancer. On voit la prestation quand même défensive qu'on fait contre les Fidji, où vraiment défensivement on a été costaud. On les a vite fait tomber, on a su les plaquer bas. Je pense à YCA, Tuisova qui n'ont pas non plus fait de grandes envolées comme ils ont pu faire ou qu'ils ont l'habitude de faire. Vous les avez bien empêchés aussi. Hein. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que vous étiez en face. On est vraiment, on s'est mis comme tu dis, on s'est mis en face et on a dit de toute façon c'est le dernier match pour moi en plus c'était mon dernier match carrière, d'autres peut-être de leur vie en Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'on s'est mis en face et on a fait ce qu'il fallait voilà et offensivement et défensivement on a vraiment fait de belles choses et comme tu dis voilà finir sur cette victoire en apothéose ça a été un moment de joie mais incommensurable franchement c'est le mot que j'arrête pas de répéter pendant mes interviews pour la Coupe du Monde c'est que c'est incroyable. J'arrive pas à mettre d'autres mots que incroyable sur cette Coupe du Monde, sur tout ce qui s'est passé, l'engouement et puis cette victoire évidemment contre les Fidji à la fin. C'est le scénario incroyable. Ouais. Parce que moi, j'ai sous les yeux la marque. J'allais dire 52e, vous mettez vous essai transformation. 68e, les essais pénalité Lomani. 73e pénalité Lomani. Donc là, boum, 77e, vous mettez un essai. Lomani marque 75e. Donc là, il y a avantage. Et puis à la fin, boum, Martha, essai et Marquez une nouvelle fois à la dernière minute qui a la transformation de la gagne. Tu vois, je pense que Patrice, là, il s'est dit, si jamais ça se joue, je le sors pas. Parce que contre la Géorgie, il l'avait fait sortir. On a eu la chance avec Sam, qui était en plus avec moi dans la chambre. Donc, on a eu la chance de beaucoup jouer. Moi, je faisais 70 par match. Lui, il faisait pareil, 70, 72 par match. Et la Géorgie, il sort. Donc, je pense que s'il est peut-être sur le terrain, cette pénalité, lui, il peut la mettre. Donc là, il a pas fait l'erreur. Patrice, il l'a laissé jusqu'au bout.
Et donc, il nous transforme cette pénalité à la fin. Et après, il faut quand même négocier le coup d'envoi, la réception de coup d'envoi, et ne pas perdre le ballon, pas prendre une pénalité idiote. Et voilà, après, je pense que ça allait aussi un peu aux Fidji parce qu'il leur fallait un point pour se qualifier. Donc, ils étaient dans les clous aussi. Donc voilà, tout le monde était content après ce match-là, mais surtout nous. C'est passé juste quand même pour les Fidji. Il fallait pas non plus qu'ils s'amusent trop à laisser sur la partie. Voilà, il leur fallait un point, mais bon. Il fallait le marquer. Pas de bonus, il fallait le marquer. Pas plus. Pas plus. Et là aussi, ambiance de dingue. Ça donne quoi le retour pendant la Coupe du Monde, est-ce que vous aviez du retour du Portugal? Bon, évidemment, le Portugal, c'est une terre de football. J'espère que ça deviendra une terre de rugby. J'imagine que ça l'est devenu un tout petit peu plus après cette Coupe du Monde. Mais c'était quoi les retours du Portugal? Il y a eu de l'engouement. Oui. Les gens regardaient à la télé. Qu'est-ce que vous aviez comme retour? Ah oui, non. Franchement, ça a été incroyable. Sur tout ce qui s'est passé, parce que moi j'ai pas eu la chance de rentrer au Portugal après la Coupe du Monde parce que je suis resté du coup ici, mais on a vu des vidéos, on a reçu des vidéos. À l'aéroport, il y avait des milliers de personnes alors que ça s'était jamais vu. Ils ont eu la chance pendant le match du Portugal qui se jouait dans le nord, de faire le tour du stade à la mi-temps. Les mecs, le capitaine a rencontré Ronaldo pour échanger un maillot. On a fait la une de Bola qui est un gros magazine porté que sur le foot, et ils nous ont mis en une le lendemain de la victoire. Non, franchement, ça a été incroyable. Moi, je le vois en France aussi. À Perpignan, il y a une grosse communauté de Portugais. Je me baladais à Paris dans un centre commercial. Il y a une dame qui m'a arrêté pour me dire bonjour. Vraiment, je vous ai reconnu. Félicitations pour la Coupe du Monde. On regardait pas le rugby, mais vous nous avez rendus fiers et tout. Mais tu vois, il y a des choses qui marquent parce que tu rends fier des gens que tu connais pas. Parce que le peuple portugais, c'est des gens très très fiers de leur pays, de leur culture, de tout ce qu'ils ont, et donc d'avoir mis quand même le Portugal à ce moment-là au plus haut dans le rugby, parce que nous on était le dernier match des derniers poules de toute la Coupe du Monde avant l'écart, donc de gagner devant tout le monde, c'est vrai que ça a eu une grosse exposition, et les retombées ont été incroyables. Moi j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire mon fils il vous a vu, il voudrait jouer pour le Portugal et tout, comment on peut faire maintenant, donc voilà, c'est vrai que ça c'est très très bien, et c'est très bénéfique pour le rugby portugais, et j'espère pour la suite du rugby portugais maintenant. Tu connais un petit peu les chiffres? Est-ce qu'il y a eu il y a beaucoup plus de personnes qui ont signé dans les clubs, la Fédé, non? Tu as quelques stats? Des retours? Non, pour le coup, j'ai pas en termes de licenciés et tout, mais tu vois, il y a des mecs après la Coupe du Monde, qui ont des jeunes, des joueurs en France qu'on n'avait jamais vu, qui ont 24, 25 ans, qui sont venus en sélection cette année. Il y a beaucoup de joueurs portugais qui ont signé dans des clubs français. Ça aide. Donc voilà, il y a eu une vraie visibilité, et voilà, mais c'est comme ça, de toute façon, c'est plus on va avancer, plus les matchs, les joueurs vont se montrer, voilà. Raphaël Storti, après sa Coupe du Monde à Béziers, là il retourne au Stade Français, il a signé 3 ans. Marta et Pinto, ils ont signé en pro, ils ont signé à Colomiers. Voilà, il y a vraiment un bel engouement qu'il y a eu autour de nous, et j'espère que les joueurs portugais, on la cote. Ouais, vraiment. Donc c'est cool pour le rugby portugais. Tu t'es un petit peu démarqué également avec ce dégagement, ce coup de pied. Alors on sait que tu adores le football, tu as un toucher de balle qui est assez phénoménal, donc tu n'hésites pas à taper du pied. J'imagine que je sais que tu as rêvé d'être un 10. Bon, voilà. Et là, tu t'es fait plaisir. Et toutes les télévisions se sont fait plaisir également sur ce coup de pied. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe. Allez, on se remet dans le contexte. Où es-tu? C'est contre qui? Et pourquoi tu te mets à dégager ton camp comme ça? Évidemment, déjà c'était un contexte très drôle pour moi, parce que en fait on jouait les Fidji, et on est en train d'être en défense dans notre camp, et on récupère un ballon, et de là moi je fais une passe et je me fais plaquer juste après la passe. Donc le jeu continue et on gagne du terrain, et au moment où ça gagne du terrain, il y a un coup de pied, je crois, où on perd le ballon au bout, et l'arrière fidjien récupère le ballon. Donc il se passe bien 10, 15, voire 20 secondes. Donc le temps que tout ça se passe, moi, j'ai
Le temps de me relever, de marcher un peu, de me dire je suis éclaté. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tout là-bas. Ok. Et donc le temps que je réalise que c'est parti, ça a joué. L'arrière fidjien tape. Et là, un peu comme Tom Hanks sur l'île désert, seul au monde derrière. seul au monde. Seul au monde. Et donc je me retourne et là je vois qu'il n'y a personne, quoi. Donc c'est t'avais pour deux moi. options. Tu sprints comme un 15 ou alors tu tapes comme un 10, c'est ça? Exactement. Donc j'ai choisi la deuxième option parce que j'ai clairement pas le sprint d'un 15. Donc c'est vraiment sur le coup je me dis de toute façon je vais taper parce que ça sert à rien, j'essaie de mettre un crochet, quelque chose, je vais me faire attraper. Et pour ma dernière, je vais faire le tour de tous les réseaux là. Il s'est fait défoncer, il a perdu le ballon, ils ont marqué derrière les Fidjiens, nickel. Donc je me dis bon allez vas-y feu, tape. Et du coup comme t'as dit, hein, mes années de fan de foot m'ont servi à ce moment-là et j'ai fait plutôt un beau dégagement. Ah oui, t'as fait un beau coup de pied, on a senti que t'avais été relâché. Voilà, il faut être relâché pour que le ballon parte au plus loin. Donc tu as peut-être raté ta carrière de 10, de 10 ou de footballeur même. De footballeur, ouais. De footballeur. Bon, ouais, que de souvenirs. Mike, vraiment, on a pris beaucoup de plaisir. Vous savez, moi j'aime bien les podcasts un petit peu longs, on se plonge, on est en immersion avec cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Bon, professionnellement, tout va rouler puisque Mike Tadger est un grand professionnel au rugby et j'imagine que le restaurant va marcher très très fort. Est-ce que tu vas continuer à regarder le rugby? Alors, tu soutiens pas mal d'équipes du coup, puisque tu as eu la chance de jouer dans pas mal d'équipes, donc le calendrier, quand tu regardes les matchs, ça doit être, tu regardes tous les calendriers, mais c'est d'abandonner complètement le rugby, c'est de t'occuper un petit peu des jeunes, ou c'est le travail qui te donnera le rythme? Non, en vrai, au début j'étais parti. J'avais pas envie d'entraîner parce que c'est beaucoup de contraintes aussi. Moi, j'ai mis un terme à ma carrière parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma carrière, comme tu l'as dit. Et puis, ces 2 dernières années à l'USAP, j'ai eu la chance aussi de beaucoup jouer. Donc, je partais souvent, et ça depuis 15 ans. Donc, c'est vrai que ça a été dur avec mes enfants de pas trop les voir parce que pour les gens qui savent pas, quand tu joues le samedi, tu pars le vendredi, souvent en bus. Tu joues le samedi soir à 17h, tu rentres, c'est le dimanche matin. Donc tu as déjà loupé 2 jours avec ta famille, tu recommences le lundi, et puis même quand tu joues à domicile, il y a les mises au vert, donc tu pars le jour même du match, tu vas à l'hôtel, donc voilà, il y a plein de choses, et donc voilà, j'avais pas trop envie de repartir sur un rythme de rugby à entraîner, parce que c'est le même rythme, hein. Quand tu es entraîneur, tu pars quand même les week-ends, tu fais tout pareil, donc voilà. Mais je suis en tout cas, mon fils joue au rugby à l'USAP là, en moins de 8 et vu qu'ils avaient besoin de bénévoles, donc je suis éducateur des moins de 8. Bon, voilà. Ça me permet régale. De garder un pied. Ouais, ça garde un lien. Et après, en vrai, je me prends pas la tête, je regarde s'il y a des choses. Moi, j'aime beaucoup la mêlée et la touche, donc pourquoi pas un jour peut-être prendre une mêlée ou quelque chose comme ça, ou la touche. Et en attendant, j'ai quand même beaucoup de boulot avec le resto, parce que moi, il est ouvert que de mai à septembre sur la plage. Donc, il faut préparer le montage, le personnel, les fournisseurs. Et moi, j'ai commencé à travailler depuis février, alors que j'ouvre en mai. Et c'est ça, voilà, c'est 7 jours sur 7, de 10h à minuit, pendant 5 mois. Donc voilà, c'est un peu prenant. Et après, le temps de finir les papiers, le démontage et tout, je finis en mi-octobre, fin octobre même. Et après, j'ai un peu plus de temps pour ma famille et tout. Mais voilà, écoute, c'est un choix de vie que j'ai fait, et j'en suis content parce que moi, comme ça me laisse aussi du temps à côté pour profiter. Mais septembre, je pense que tu l'as fait un petit peu exprès, parce qu'on a au moins 3 passions en commun, donc le football, le rugby bien évidemment, et le foot américain. Septembre, ça veut dire que tu as toute la saison de NFL tranquille, et tu peux aller faire des Super Bowls comme tu avais fait celui de Miami. Voilà, t'es tranquille, tu peux te faire des déplacements aux États-Unis. Voilà, car ça fait partie de tes grandes passions. Tu peux me rappeler qui c'est qui a gagné le dernier Super Bowl? Ah mais non, tu sais, moi c'est où je suis un fan absolu de Mahomes.
Donc, bon, voilà. Je suis fan des 49ers, puisque ma génération, c'est Joe Montana. Puisque c'est vrai que. Mais maintenant, quand je vois Mahomes et ce qu'il a fait et ce qu'il fait, c'est quand même assez incroyable. Moi, j'ai cette image. On parle un peu de foot américain dans ce podcast, mais quand tu vois que ce joueur qui a une cheville arrachée, qui arrive à jouer et faire gagner son équipe, et 15 jours après il y a le Super Bowl, tu te dis mais c'est pas possible. Enfin bon, il récupère très vite, ce sont des sportifs de très haut niveau, puis voilà, ils ont une très belle équipe. Moi, en plus, moi je le suis, tu sais, sur Instagram, donc tu le vois, il s'entraîne fois 1000 tous les jours, et puis après c'est un autre monde évidemment, mais 19 kinés, 3 stéos, il fait son des préparateur physique personnel. Ouais, voilà, il y avait un super reportage sur Netflix où il suivait 4 l'année dernière, sur les 4 quarterbacks. Et c'est vrai qu'on a cette passion en commun. Alors évidemment, moi, les 49ers, puisque je suis un vieux maintenant. Moi, je suis de la génération de Joe Montana. Mais cette équipe est assez incroyable. J'ai l'impression que peu importe qui il a autour, il arrivera à bonifier tout le monde et à faire gagner les Chiefs. C'est hallucinant. Je pensais qu'avec le départ comme Brady, quand il est parti des Patriots, il est allé faire gagner les Buccaneers. Il est parti faire gagner les Buccaneers contre les Chiefs. Non, mais c'est ça, je pensais qu'en faisant partir Tyreek Hill, ça allait mal se passer, mais finalement pas du tout. Mais il est trop fort. Franchement, ils étaient un peu dans le dur cette saison. Ils étaient un peu dans le dur. Puis voilà, ils ont été invités. Ils ont été invités sur la carte des playoffs parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Ouais, et ils se retrouvent à gagner le Super Bowl. Le Super Bowl, mais voilà, c'est vrai qu'on a cette passion de la NFL qui, voilà, on aime bien les sports, hein, Mike. Tous les deux, on aime bien plein de sports. Et tu avais eu la chance d'aller vivre ce Super Bowl à Miami, et ça reste aussi un souvenir incroyable. Bon, voilà, merci beaucoup Mike, merci pour ce témoignage, merci pour cette interview. Voilà, on s'est remémoré la Coupe du Monde 2023, c'était déjà l'année dernière, c'est incroyable, on a l'impression que c'était hier, mais les mois passent. Les mois passent très très vite. Voilà notre invité Mike Tadger, il nous a parlé de sa reconversion et on a évoqué ensemble les souvenirs de la Coupe du Monde. On te souhaite plein de belles choses à toi et à ta famille. Merci beaucoup, c'est gentil à vous, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Écoutez. À très vite.